Bonjour les amis. Alors, à quoi peut-on reconnaître de manière sûre un mélanome sur le front? Alors, vous voyez, bon, j'ai manifestement un mélanome. Alors, vous le savez que j'utilise beaucoup maintenant l'intelligence artificielle de manière à en savoir un peu plus. Alors, voilà quelques signes à surveiller: la symétrie, la bordure, la couleur, le diamètre, l'évolution, les saignements, changement de texture, sensation, action à prendre. Consultez immédiatement un dermatologue ou un médecin si vous observez l'un de ces signes. Je les ai tous. Le diagnostic final doit être fait par un professionnel de santé, souvent avec une biopsie de la lésion suspecte. Prévention, etc. Et il nous prévient que Grog n'est pas médecin, consultez-en un. Alors maintenant, quelles sont les méthodes et nutriments naturels efficaces? Alors les amis, pourquoi je préfère Perplexity? Pourquoi je préfère Grok? Et pourquoi je préfère Copilot à Google? Pourquoi? Simplement parce que Google fait un tri, ce qui n'est pas le cas des autres, de ces autres-là. Les Yahoo, je ne sais pas, et les autres, je ne connais pas. Voilà. Alors, les nutriments naturels, les amis, ce que je prends, oméga 3, vitamine D, le magnésium, le curcuma, les probiotiques, les antioxydants. Exercice physique, pas tellement. Méditation, réduction du stress, etc. Je ne sais même pas comment on fait. Hein. Hydrothérapie, aromathérapie, jeûne intermittent. Là, je suis à mon 4e jour de jeûne, les amis. Et j'ai toujours 116 de glycémie. Comment l'expliquer si ce n'est par la néoglucogénèse, c'est-à-dire mon corps fabrique mon sucre, puisque je n'en mange pas. Avant, ce n'était pas le cas. Et qui demande du sucre? C'est peut-être les cellules du cancer. Donc, c'est malgré tout inquiétant. Consultation avec un professionnel, etc. Alors, faut-il mettre une pommade ou autre sur le mélanome? Non, il ne faut pas appliquer de pommade, crème ou autre produit sur un mélanome suspect sans consultation médicale. Risque de modification, propagation potentielle et masquage des symptômes. Que faire à la place? Surveillance, consultation médicale, protection solaire, photographie, chose que je fais. Vous pouvez prendre des photos de la lésion pour suivre son évolution ou pour montrer à votre médecin, mais ne touchez pas ou ne manipulez pas la lésion. Diagnostic nécessite une évaluation professionnelle, souvent suivie d'une biopsie. Et rebelote, attention, Grok n'est pas médecin. Alors, ne voulant pas faire de biopsie, quels sont les traitements naturels que je peux prendre pour soigner ce mélanome, en plus du L-théanine? Je vais défiler directement. Voilà. Il n'existe pas de traitement naturel prouvé pour guérir un mélanome. Une biopsie est essentielle pour confirmer le diagnostic. Des composés naturels comme la quercétine, la curcumine, l'extrait de thé vert, épigallocachétine galate ont été étudiés pour leur effet potentiel contre mélanome, mais leur efficacité n'est pas établie. La L-théanine est principalement connue pour réduire le stress sans preuve directe contre le mélanome. Je ne sais pas où j'avais trouvé ça, mais j'en prends. Consulter un médecin est crucial car le mélanome peut être mortel si non traité.
avec un taux de survie à 5 ans de 99% s'il est détecté tôt. Importance de la biopsie, naturel, nutriments à considérer, toujours pareil, voilà, la même liste, surprising détail. Il est surprenant que le L-théanine que vous utilisez n'a pas de preuve directe pour traiter le mélanome, mais il peut aider à réduire le stress. Bon. Là, il m'a mis un truc en anglais et là, il m'a mis une liste des produits en disant exactement ce que ça fait. La quercétine, antiprolifératif, inhibe la migration, donc les métastases. Curcumine, anti-inflammatoire, induit l'apoptose, resveratrol, induit l'apoptose, extrait de thé vert, antioxydant, réduit l'apoptose, induit l'apoptose, vitamine 2, peut réduire la prolifération, rôle controversé dans le traitement. Alors, les liens, les amis, les liens que Grock m'a trouvé pour étoffer cette recherche. Alors, quelle est la durée avant que le mélanome devienne mortel si on ne fait rien? La durée avant qu'un mélanome devienne mortel si on ne fait rien dépend de plusieurs facteurs, notamment son type, son épaisseur, indice de Breslow, sa localisation, son taux de croissance et si des métastases se développent. Sans diagnostic précis comme une biopsie, il est impossible de donner une réponse exacte. Mais je peux vous fournir une estimation basée sur des données médicales. Phase initiale, moins de 1 mm d'épaisseur. Stade 0 ou 1, il peut rester localisé pendant des mois, voire des années, avant de devenir invasif. Le taux de survie pour un mélanome détecté à ce stade, mais donc avec traitement, est de 98 à 99%. Ils disent bien avec traitement, mais sans intervention. Alors, avec traitement, mais c'est quoi le traitement? Voilà. Il finit par progresser, le mélanome plus épais, ou il serré, progresse beaucoup plus vite. Invasion locale. Une fois que le mélanome commence à envahir les couches plus profondes de la peau, stade 2, il peut atteindre les vaisseaux sanguins ou lymphatiques en quelques mois à 1 an, selon sa vitesse de croisière. Si des métastases se forment, là, peut-être là, et quelque part par là. Elles peuvent apparaître en 6 mois à 2 ans après le début de l'invasion, parfois plus rapidement. Une fois métastatique, le mélanome peut devenir mortel en quelques mois à 1 an sinon traité, avec un taux de survie à 5 ans tombant à 23 à 30% pour le stade 4. Estimation générale, un mélanome non traité peut rester indolore et discret pendant plusieurs mois à quelques années avant de devenir symptomatique ou mortel. Mais cette période est imprévisible. Les mélanomes agressifs peuvent tuer en moins d'1 an s'ils métastasent rapidement, tandis que les mélanomes à croissance lente peuvent évoluer sur 5-10 ans avant d'être fatals. Facteur accélérant, épaisseur, plus il est épais, plus au départ, plus il progresse vite. Ulcération, signe de gravité, accélère la progression. Âge et santé, un système immunitaire affaibli. Mon vaccin, les amis, mon vaccin peut laisser le cancer se développer plus rapidement. Sans biopsie, vous ne savez pas si c'est un mélanome ni à quel stade il en est. Une lésion bénigne peut ressembler à un mélanome et inversement. Un mélanome discret peut être mortel sans signe évident. Si c'est un mélanome et qu'il n'est pas traité,
il finit par métastaser, souvent au poumon, foie, cerveau, rendant la survie très courte une fois ce stade atteint. Ce que vous pouvez faire, surveiller, c'est ce que je fais bien évidemment et je vois que ça change. Avant, il était quelque part par là et il se déplace, il se déplace, il se déplace, il se déplace. Avertissement, je ne suis pas médecin. Alors, je lui pose les questions, différence entre carcinome et mélanome. Il nous donne les réponses. Il nous dit enfin, il aide. Vous savez que vous pouvez ralentir ou arrêter la vidéo si vous voulez lire de manière un peu plus importante. Voilà. Je ne peux pas inclure de photos ici, mais où en trouver, sites médicaux, et il nous donne les adresses. Conclusion, carcinome plus fréquent, moins dangereux, souvent lié à une exposition solaire chronique, ressemble à une plaie ou à un nodule. Mélanome, plus rare, plus mortel, souvent pigmenté et irrégulier, avec un potentiel métastatique élevé. Une fois de plus, voilà. Alors voilà, oui, il m'a généré des images. Voilà, alors moi, il est de loin pas aussi gros que cette personne sur la joue, évidemment, mais il est plus coloré. Alors, les amis, voilà, bon, des exemples de mélanome avec diverses textures. Si je te soumets une image, tu peux dire la probabilité entre les deux formes de cancer. Oui, je peux analyser une image si vous me souhaitez et donner une estimation informelle de la probabilité qu'il s'agisse d'un carcinome ou d'un mélanome en me basant sur les caractéristiques visuelles typiques de ces cancers de la peau. Cependant, il y a des limites, pas de diagnostic médical, probabilité uniquement indicative, qualité de l'image, voilà, souhaitez-moi l'image, voilà, alors que ferais-je? Il va examiner la couleur, le bord, la texture, l'apparence et il me donnera une réponse. Prêt. Alors, je lui demande les formats des images et je lui envoie une image. Voilà la première image que je lui ai envoyée, faite avec mon téléphone. Alors, merci d'avoir soumis l'image, je vais analyser en me basant sur les caractéristiques visibles. Cependant, ce n'est pas un diagnostic médical, mais une évaluation générale. Analyse. Alors voilà, je ne vais pas tout relire, hein. La couleur, les bords, la texture, la taille, voilà, les petits signes, ulcération, saignement. Comparaison avec les caractéristiques typiques, point en faveur du mélanome, couleur variée, bord irrégulier, texture inégale, apparence asymétrique. Point contre, pas de preuve claire d'une évolution rapide, ben c'est normal, c'est la première photo que je t'ai donnée. Pas de multiples couleurs très marquées, blanc ou bleu, souvent vues dans les mélanomes avancés. Point en faveur, la zone rouge pourrait suggérer un saignement fréquent. Non, je ne saigne pas. Point contre, pas d'aspect perlé ou brillant, pas de bords roulés ni de vaisseaux sanguins visibles, couleur variée, ce qui est moins courant. Carcinome, point en faveur, point contre, etc. Estimation de probabilité. Et là, la sanction, les amis. Je dirais qu'il y a environ 70 à 80% de chances que ce soit un mélanome. Environ 20 à 30% de chances que ce soit un carcinome. Bon. Alors, il me pose des questions. Je lui dis que j'ai un cancer de la prostate type 4 guéri, mais possible récidive.
Alors, voilà, donc, bon, il me dit, voilà, bon, je vous laisse lire, hein, augmentation du PSA, oui, mon augmentation a été de 10 fois depuis décembre 2023, où le mois dernier, j'avais 0,91 et donc presque 10 fois. Alors, donc, voilà, vous avez mentionné une lésion cutanée comme ayant 70 à 80 de chances d'être un mélanome. Voyons comment cela pourrait être lié à votre histoire de cancer de la prostate. Voilà. Les patients ayant eu un cancer, comme le cancer de la prostate, ont un risque accru de développer un second cancer primaire comme un mélanome ou un carcinome en raison. Voilà, bon, je vous laisse lire. Bon, voilà. Donc, et en plus, vous le savez, plus un système immunitaire très bas à cause de mon vaccin Pfizer, les 2 premiers vaccins Pfizer. J'ai fait une analyse de sang vivant et on voit bien que mes globules blancs sont pratiquement statiques et que j'ai quand même pas mal de dégâts. Donc comment dire, il m'a dit comment ça s'appelait? Enfin, une réduction de ma santé métabolique. Alors, bien que rare, un cancer de prostate peut métastaser à la peau, etc., etc. Conclusion. Compte tenu de votre historique du cancer de la prostate, il est peu probable que la lésion cutanée soit une métastase, mais elle semble être un nouveau cancer primaire, plus probablement un mélanome, comme estimé précédemment. Cela dit, une biopsie est essentielle. Action à prendre, faire doser de votre PSA, moi je le fais doser tous les mois, et il monte tous les mois, hélas. Traitement en cas de récidive, hormonothérapie, si pas encore résistant, ça, j'ai fait une vidéo hier et je vous ai expliqué que là encore, même Grok est en retard. La chimiothérapie, bon, moi c'était trop tard aussi les amis. Thérapie ciblée, radiothérapie pour des métastases osseuses. Bon, moi j'attends toujours mes résultats. Je ne sais toujours pas l'état de mes 2 métastases osseuses. En attendant, les amis, je me sens très bien. Je n'ai mal nulle part et je continue mon combat pour moi-même et pour vous-même. Alimentation riche en antioxydants. C'est ce que je fais. Protection solaire, oui, maintenant je mets un chapeau tout le temps. Gestion de stress, lésions cutanées, voilà, lésions sur votre front, 70-80% de chances d'être un mélanome, cancer à la prostate, une récidive est possible après un stade 4, surtout si votre PSA augmente ou si vous avez des symptômes et donc pas de lien en gros entre les deux. Alors, mon PSA est en augmentation de 0,1 au plus bas à 0,59 au plus haut, bien que mon PSA soit bas, le pourcentage d'augmentation est haut sur un an. Depuis les 0,59, je suis passé, hélas, à 0,91. Donc, alors, voilà, alors, augmentation, ce qui représente une augmentation relative de 490%. C'est beaucoup. Voilà. Les cancers peuvent parfois progresser sans que le PSA augmente de manière spectaculaire, surtout si le cancer devient résistant à l'hormonothérapie, ce qui est toujours le cas, on le sait, puisque c'est un médicament palliatif et je ne fais pas d'hormonothérapie, bien évidemment. Une augmentation de 490% sur un an est significative. Voilà.
taux du blanc passé en 12 mois indique une augmentation rapide et il a encore doublé. Donc voilà, un PSADT de 4-7 mois est rapide et suggère une possible récidive ou progression, surtout dans le cancer d'un cancer stade 4. Signalisation clinique, lien avec votre lésion cutanée, mais est-ce que vous vous rendez compte de la précision? Ce qu'il va nous chercher, c'est quand même absolument incroyable, l'aide que nous donne aujourd'hui l'intelligence artificielle, les amis. L'augmentation de 0,1 à 0,59 sur un an suggère une récidive biochimique probable de votre cancer de la prostate stade 4. La lésion est probablement un mélanome, 70 à 80% de chances, et non une métastase. Consultez rapidement un oncologue. Voilà. Alors, je n'ai eu aucun traitement. Mon oncologue m'avait dit que c'était trop tard, stade 4 avec métastase dans les os, plus aucune trace de cancer pendant 5 ans, prise de nutriments et plus de sucre. Je fais un scanner PSMA dans 10 jours. Quel conseil? Votre situation est remarquable. Un cancer de la prostate au stade 4 avec métastase osseuse sans traitement médical et une rémission de 5 ans grâce à des changements de mode de vie, prise de nutriments et arrêt du sucre. Maintenant, vous faites face à une possible récidive, augmentation, une lésion cutanée. Vous avez un PET scan prévu dans 10 jours. Je vais analyser votre situation, vous donner des conseils et vous fournir à l'analyse de la rémission de 5 ans sans traitement. C'est exceptionnel. Une rémission spontanée ou prolongée sans traitement médical est rare pour un cancer de la prostate, stade métabolique. Ça pourrait être lié à changement alimentaire, les nutriments et le facteur immunitaire. Voilà. Taux de survie à 5 ans pour un cancer stade 4 métastatique est d'environ 30%. Votre rémission de 5 ans sans traitement est donc hors norme. Je le sais, c'est pour ça que tous ces professeurs, toutes ces universités me courent après. Et c'est pour ça, bien sûr, mon nouveau livre, les amis, avec notre ami Nat, qui va sortir dans peut-être un mois. Elle a quelques petits soucis de santé et donc il est retardé. De plus, j'ai fait des examens, vous le savez, dont j'attends les résultats. Et l'effet de ce que je fais sera confirmé ou infirmé par mes résultats. Après, bon, des conseils pendant l'examen, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable hein, comment, voilà, il me dit de prendre vitamine D, curcumine, zinc et sélénium, jeûne intermittent, activité physique, question du stress. Alors, on passe aux nouveautés, les amis. En plus des nutriments, D3, K2, MK7, oméga 3, DHA, EPA, curcumine, resveratrol, allicine, acide lipoïque, Garcinia cambogia, CoQ10. Je viens de rajouter 444 mg de phenbendazole. Je fais des jeûnes de 3 jours pour activer, je ne sais plus lire, des recettes. Merci. L'ajout récent et votre pratique de jeûne pour activer des recettes. Votre situation est complexe. Un cancer de la prostate avec métastase
en rémission et 7 traitements, et une lésion cutanée. Je vais analyser vos choix, examiner l'ajout du fenbendazole et fournir des conseils adaptés. Partout. Comme toujours, je rappelle que je ne suis pas médecin. Voilà. Vitamine D3 et K2, oméga 3, curcumine, resveratrol, allicine, alpha-lipoïque acide, Garcinia cambogia. Moins clair dans ce contexte, le Garcinia cambogia, vous le savez, il vient d'être interdit en France alors qu'il fait partie du traitement métabolique combiné à l'acide alpha-lipoïque et au coenzyme Q10. Ajout récent de fenbendazole. On sait ce que c'est. Inhibition, preuve, les études, une étude scientifique a montré pourrait inhiber la croissance des cellules cancéreuses, lymphome, poumon, il n'y a pas assez. Protocole Joe Tippens, c'est lui qui a été sauvé, dit-il, par le fenbendazole et je ne vois pas de raison de ne pas le croire. Il a rajouté de la vitamine E, de la curcumine et du CBD, mais pour la suite, il avait abandonné la vitamine E, la curcumine et le CBD. Dose est couramment citée, voilà, souvent de 222 à 440 mg, 3 jours par semaine. Moi, je prends 7 jours par semaine et j'ai la chance de n'avoir aucun effet gastro-intestinaux. Interaction pourrait agir avec d'autres compléments, curcumine, resveratrol. Ce qui est évident, c'est que je ne prends pas la curcumine et le resveratrol en même temps que le fenbendazole. Jeûne de 3 jours pour induire donc une autophagie, etc. et réduit le... Voilà. IGF-1, c'est connu, facteur de croissance privant les cellules cancéreuses de nutriments, effet Warburg inverse. Une étude dans Nature a montré que le jeûne pouvait améliorer l'efficacité de la chimiothérapie. C'est Walter Longo, Los Angeles. Votre rémission de 5 ans pourrait être liée à cette pratique combinée à l'arrêt du sucre et aux nutriments. Le jeûne est cohérent avec votre stratégie métabolique. Cependant, le jeûne prolongé peut entraîner une perte musculaire, c'est le cas, une fatigue, c'est le cas, et une baisse immunitaire, c'est probablement le cas. Mais les amis, si je ne fais rien, je suis mort. Donc en 2019, ces jeûnes ont été extrêmement efficaces. Je vous rappelle que j'ai perdu près de 40 kilos, j'étais obèse. J'ai repris à peu près 20 kilos et j'ai ces 20 kilos que je suis presque content d'avoir repris parce qu'ils vont m'aider lors du jeûne à pouvoir supporter le jeûne et accepter ce jeûne. Voilà. Alors, vous voyez, il me donne même des dosages. Hein. Voilà. Et il précise bien que la curcumine, il faut le prendre avec la pipérine. La pipérine, c'est le poivre ou le poivre de Cayenne, resveratrol, CoQ10, etc. Voilà. Alors là, effectivement, fenbendazole, alors là, vous voyez, c'est contradictoire puisqu'ils disent qu'il vaut mieux le prendre pendant un repas et là, ils disent qu'il faut le prendre à jeun. Donc, comment savoir, hein? Alors, pour la lésion cutanée, donc là, pareil, toujours aller voir le médecin, mode de vie, maintenez l'arrêt du sucre, fièvre, indice glycémique, baie, avocat, etc., sommeil. Ça, j'aimerais bien arriver à dormir 7 heures par nuit. Voilà, une marche quotidienne, il faudrait que j'arrête d'être feignant.
Voilà. Si le PET scan est négatif, cela pourrait signifier que la récidive est locale et que les métastases sont encore trop petites pour être détectées. Voilà. Un suivi rapproché, PSA, sera nécessaire. C'est ce que je fais. Alors, je vous rappelle que vous pouvez ralentir ou arrêter de manière à pouvoir tout lire tranquillement. Voilà. Orchidectomie, vous le savez, est une forme d'hormonothérapie chirurgicale. Elle supprime la progression, la production de testostérone, ce qui représente 90 à 95% de la testostérone. Il faut encore une fois préciser que tous les morts du cancer de la prostate ont 0 testostérone et ils meurent. Les dernières publications, la vidéo que j'ai faite hier, explique tout ça de manière extrêmement claire avec, depuis 10 à 15 ans, toutes les publications médicales. Voilà, étude JAMA, vous voyez, une étude JAMA, qui remet en question le rôle de la testostérone dans le cancer de la prostate et met en avant les œstrogènes, effectivement. Voilà. Exact, et ce qu'il faut, c'est arriver à se battre contre les œstrogènes, puisque quand on vieillit, que fait notre corps? Il produit moins de testostérone, et en plus de ça, le corps transforme le peu de testostérone en œstrogène, qui est la chose qui fait le cancer. Alors, effectivement, c'est certainement pas la seule, hein, mais effectivement, une supplémentation, la TRT, en testostérone est certainement un moyen, et c'est ce que semblent prouver les dernières publications scientifiques de ces 10 à 15 dernières années. Et alors, vous voyez, après, donc ça c'est encore... Il prend des informations d'il y a plus de 15 ans, voilà. Dans un contexte de testostérone très basse, les œstrogènes, ou peuvent stimuler les cellules cancéreuses. De plus, les cellules cancéreuses résistantes à la castration peuvent devenir sensibles aux œstrogènes ou produire leurs propres endogènes. Il a tout compris. Votre récidive pourrait être influencée par les œstrogènes, surtout si vos niveaux d'œstradiol sont élevés. Certains nutriments que vous prenez, curcumine, resveratrol, ont des effets anti-œstronégiques, ce qui est positif dans le contexte. C'est bien pour ça que je les prends, les amis. Voilà, vos nutriments et leur impact hormonal, jeûne et oestrogène. Bon, alors, je faisais des 3 jours, hein, parce que je voulais faire des recettes. Mais maintenant, je vais recommencer des grands jeûnes. Là, par contre, j'ai commencé, je suis au 4e jour, je vais manger que samedi. Je coupe, excusez-moi. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler plus tard. Merci, je suis en rendez-vous. Voilà, les jeûnes de 3 jours réduisent les niveaux d'IGF-1, c'est-à-dire les hormones de croissance, évidemment, ce qu'on trouve dans le lait, dans les produits laitiers, dans tout ce que je mange plus. Voilà, cela est cohérent avec votre stratégie métabolique et peut avoir contribué à votre rémission. Croc, tu as tout compris.
Alors pourquoi est-ce que les médecins, qu'est-ce qu'il fait, Croc? Il va chercher dans les publications médicales, dans ce qui est publié, dans ce qui est référencé, ce qui marche contre le cancer. Et il me le donne. Et ça correspond à ce que je fais. Alors pourquoi il y a des gens qui parlent encore avec des cancers de la prostate avancés, je dis bien avancés, d'hormonothérapie que beaucoup d'hôpitaux américains ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Et donc, en fait, on le sait, c'est une médication palliative et à un moment, crac, on passe de l'autre côté et on est mort. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens qui font de l'hormonothérapie, ceux qui ont un cancer de stade 1, stade 2 et même éventuellement stade 3 auront un bénéfice au départ. C'est évident, puisque la réduction de testostérone entraîne une réduction des œstrogènes. Mais ce n'est pas la testostérone qui réduit le cancer, c'est la réduction des œstrogènes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à se débarrasser des mauvais œstrogènes sans pour autant tuer notre testostérone dont on a besoin. C'est pas compliqué, hein? Voilà, phenbénazole et récidive. Écoutez, je crois que je vais arrêter parce que je suis même pas encore, vous voyez, ici à la moitié de toutes les questions que j'ai posées à Groc. Alors, si vous êtes dans mon cas, si vous avez besoin d'aide, aidez-vous avec l'intelligence artificielle, qui n'a rien d'artificiel. Elle prend les informations dans les plus grandes revues médicales. C'est tout. Et vous pouvez essayer plutôt, de limiter ces recherches à 15 ans. Ne me parle pas de ce qu'on disait avant 15 ans. Autrement, on peut revenir au Moyen-Âge, hein, et la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre, ce que je dis tout le temps. Voilà les amis, alors regardez ma vidéo de hier et regardez cette vidéo. Je compléterai au fur et à mesure. Mais bon Dieu, aidez-vous, cherchez par vous-même. Et quand vous avez trouvé, les amis, vous allez voir votre oncologue, votre urologue, votre médecin, et vous lui mettez sous le nez. C'est ce que nous faisons avec les médecins qui nous rejoignent, et ils sont souvent très surpris parce qu'ils ne savaient pas, et ils ne savent pas pourquoi, parce que personne parmi les médecins lisent les publications scientifiques qui sortent. Les seuls qui les lisent, c'est les biologistes, parce que les biologistes avancent. Le médecin, il prescrit. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.